Journal de l'abbé Munier, 6 janvier. Tout à l'heure, à Sion, parler devant une fort belle assistance des mères chrétiennes. Je suis touché de ce que l'on ne se lasse pas encore de ma parole. Et puis, ma machine se lézarde en mains endroits. J'aimerais cependant vivre longtemps, par curiosité, par crainte de la mort, etc. Envisageons toutes les perspectives, même les plus impossibles. Me voici évêque, on m'expédie à Saint-Flour ou à Limoges. Après les premiers scintillements des pierreries de ma jeune mitre, après l'ivresse du sacre, je me trouve enterré tout vivant dans une petite ville pas très mouvementée et d'où la société est absente. Les prêtres redeviennent ma compagnie quotidienne, ces prêtres avec lesquels je converse rarement depuis les temps lointains du séminaire. Vraiment, toute médaille a son revers. Dîner tout à l'heure avec la vieille princesse Wittgenstein dans son beau salon. Elle est très indépendante dans ses jugements et s'étonne toujours de l'intolérance anti-Dreyfusarde des catholiques. 1er février, est-ce assez drôle pour cesser d'être jaloux de certains hommes? Il faut que je les fréquente, que j'entre dans leur intimité, qu'ils m'estiment. Je supporte qu'ils soient connus, à condition d'être moi-même connu d'eux. 23 mars. Été voir aujourd'hui la comtesse de Montbello qui m'a dit combien on avait tort en matière d'éducation de s'appuyer sur un principe. Il faut élever les enfants, dit-elle, non pour l'héritage qu'on a reçu, mais pour celui qu'ils auront. 26 mars. Hier soir, à 10 heures, j'ai été à l'ambassade voir monsieur Siegfried Wagner, qu'on fêtait à Paris. Revu là les Montbello, la comtesse Greffule, à qui j'ai dit que la femme était un rêve, parce qu'elle est née du sommeil de l'homme. Revu encore monsieur Robert de Montesquieu,
qui m'a dit avoir essoré ce qu'il y avait de vétusté à Versailles. Il m'a dit encore ce qu'il faisait pour des inconnus des bords de Val-de-Mort, hello, etc. Il dit la messe littéraire pour eux, quelque chose d'analogue à ce qu'on fait pour les âmes du purgatoire. 4 avril. Le marquis de Lubersac me demandait par lettre de me tenir dans les environs du pont Binot, où devait avoir lieu le duel de son fils Guy avec Michel Efroussi. J'y suis allé avec un domestique et me suis tenu dans la voiture. On n'a pas eu besoin de mon ministère et j'ai béni Dieu. 12 juillet, Ligugé. J'y suis depuis lundi dernier, à la maison Notre-Dame, non à la baie. Huysmans me fait admirer les tortillons de la Brionne qui grimpent où il le veut, trouve au bouillon blanc l'air d'une pagode hindoue, compare à un domino, à son piano, le mélange des dominicains et des bénédictins réunis hier pour l'office de la translation de saint Benoît. Me répète qu'il a goûté le Gaudeamus introit de la messe, dont le Célébrantes lui rappelle David dansant devant l'arche, reproche à la vie de sainte Lidvine des bollandistes de manquer de suite, de chronologie, voudrait enfin que la vie religieuse fût une sorte de fusion entre l'esprit chartreux et l'esprit bénédictin. L'auteur d'En route voit clairement les défauts et les lacunes de ses voisins. 29 novembre. Depuis mon entrée à Sainte-Clotilde, je me suis jeté à corps perdu dans ce qu'on appelle le ministère. Confession, visite aux malades, catéchisme, rapports multiples avec les paroissiens. Je n'en sors plus. L'état de mes yeux a contribué à cette forme nouvelle dans ma vie. J'ai conquis très rapidement la confiance d'un assez grand nombre de fidèles. Et j'espère bien qu'on ne dira plus de moi que je ne suis pas un homme d'église.
Je manque de confident. Je ne vois personne à qui parler à esprit et à cœur ouvert. Huysmans est à Ligugé. Monseigneur le Nordez à Dijon. Je dois donc me contenter des familles où je vais dîner, milieux conventionnels ou libéraux, où il faut atténuer, éteindre, dissimuler, corriger toute chose. Je crève de solitude morale.